Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Le Continent sur Tutili Africa. Et comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Depuis leur accession au pouvoir, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, font face à de nombreux défis, notamment sanctions économiques, instabilité sécuritaire et campagnes médiatiques hostiles. Récemment, le Burkina Faso a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État, relançant ainsi les interrogations sur les forces en jeu dans la région. Qui en veut notamment au chef d'État de l'AES. Ce soir, nous avons l'honneur d'être avec le pasteur Edo Komi. Il est le président du mouvement Martin Luther King, premier agent au maire du Golfe 2. Bienvenue à vous, pasteur. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous et à tous. C'est un plaisir de me retrouver encore sur le plateau pour l'émission Le Continent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Plaisir partagé. Alors, le thème ce soir de l'édition ou bien l'émission Le Continent de ce soir, c'est coup d'État qui en veut au chef d'État de l'AES. Depuis leur prise de pouvoir, les dirigeants des pays de l'AES dénoncent régulièrement des tentatives de coup d'État et des plans de déstabilisation. Les autorités burkinabées ont récemment procédé à des arrestations au sein de l'armée. Qui a intérêt à renverser le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tiani, puis le général Assimi Goïta? Qui en veut aux dirigeants de l'AES? En répondant à cette question, je vais poser plusieurs questions et je vais répondre. Qui en veut aux dirigeants de l'AES? Qui a colonisé les pays francophones, la France et ses alliés? Qui a tué les pères des indépendances en Afrique, la France et ses alliés? Qui a pillé, qui continue de piller les ressources de l'Afrique, la France et ses alliés? Qui a tué Kadhafi, la France et ses alliés? Donc quand on pose toutes ces questions, on connaît déjà, on sait celui qui peut en vouloir aux dirigeants de l'AES. Qui a été chassé du Mali? Qui a été chassé du Burkina? Qui a été chassé du Niger? Vous avez la réponse, non? Qui a été chassé? La France et ses alliés. Donc, automatiquement, celui qui va vouloir aux dirigeants de l'AES, c'est la France et ses alliés. Là, c'est une accusation très directe. Non, c'est très direct. Est-ce que je vous apprends quelque chose je ne vous apprends rien de nouveau. Qui a ordonné à la CEDEAO de sanctionner les pays de l'AES lors des différents coups d'État? Je me rappelle que Macron a dit publiquement qu'il va appeler le président ghanéen de l'époque, Jonathan Meïs, pour lui dire, pour que la CEDEAO se retrouve et qu'on prenne des sanctions. Ça a été clair. Macron l'a dit ouvertement. Un chef d'État qui instruit, qui donne des ordres à un autre chef d'État, mais à un groupe de dirigeants de chefs d'État. Et d'ailleurs, qui a affaibli la CEDEAO, la France et ses alliés. Donc la réponse qui a intérêt, c'est la France. Les ressources minières aujourd'hui de ces pays profitent au pays. Et donc, la France a intérêt à vouloir essayer, et à travers d'autres dirigeants d'Afrique. La stratégie des impérialistes n'a jamais changé. Depuis ces années d'indépendance, c'est d'indépendance par procuration, comme moi je l'appelle, parce qu'aucun de nos pays francophones n'est indépendant. Ce que nous célébrons d'habitude là, on prend des milliards. Ces milliards pouvaient servir à l'accès d'eau, à l'énergie, à l'éducation et autre chose. On n'est pas indépendant, mais on est en train de célébrer de l'indépendance. Donc, qui en veut à ces dirigeants? C'est l'Occident, notamment au premier chef, la France. Alors, ces pays de l'AES ne sont pas les seuls à avoir à leur tête un régime militaire, mais qu'est-ce qui explique les nombreuses attaques qu'ils subissent? Alors, par exemple, nous pouvons prendre le... Il y a 6 coups d'État. 6 coups d'État. Il y a en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, notamment le Tchad. Ouais. Il y a la Guinée. Il y a le Gabon. Oui, bien sûr. Et puis les 3 pays de l'AES. Vous avez la réponse, non? Ces 3-là qui ne sont pas inquiétés par la France et les autres, c'est les gens qui sont soumis. Soumis en quel sens? Soumis aux colons, soumis à l'impérialisme. Donc, ils sont dirigés depuis l'Occident, depuis la France. Vous prenez la Guinée, on est en train de voir auprès du Tchad, le jeune président est en train de vouloir quitter
hein, la domination, se soustraire de la domination française. Ça, on est en train de le voir venir, puisqu'il a chassé aussi les forces françaises du Tchad. Je crois que ça, là aussi, on est en train de voir qu'il s'approche des pays de l'AES. Si vous prenez le Gabon, Oui. le Gabon. Qui a récemment eu... Oui, bien sûr, il faut préciser que les deux ont organisé les élections et il reste le général Doumbouya qui n'a pas encore fait les élections. Donc les gens sont soumis et alors que les trois autres réclament leur souveraineté et ont surtout dénoncé les accords de défense qui les lient avec la France. Et donc du coup, ils réclament leur souveraineté. Aujourd'hui, c'est des pays qui sont libres, enfin, qui sont libres. C'est vrai quand même que ces trois pays ont un dénominateur commun, les attaques djihadistes qui seraient financées par les puissances extérieures. Donc, du coup, aujourd'hui, on ne peut pas vouloir à ces pays-là qui répondent, qui disent encore oui à la France, qui se soumettent, qui ont accepté encore les entreprises françaises à opérer sur le territoire. Et vous savez, j'ai oublié les 11 accords coloniaux, qui existaient entre la France, qui ont été signés entre la France et les pays francophones. C'est-à-dire, les indépendants ont été conditionnés par la signature de cet accord, avec 11 points. C'est signé. Donc, les entreprises françaises sont libres dans les pays francophones. Et dans ces pays-là, notamment ces deux pays, le Gabon et la Guinée, la circulation, c'est-à-dire les relations sont encore étroites entre la France et ces pays. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas être inquiétés. Par contre, les trois autres réclament leur souveraineté, réclament le respect, hein, donc ils ne veulent pas négocier leur souveraineté, et du coup, le président français et les autres, et ces valets locaux en Afrique de l'Ouest, sont prêts à tout faire pour déstabiliser ces trois pays. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de voir depuis leur accession au pouvoir. Alors, comme vous venez de le dire tout récemment, l'AES a accusé, ou bien accuse chaque temps certains de ses voisins, notamment nous parlons de l'Algérie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, entre autres, de soutenir le terrorisme et de fomenter des complots. Ces allégations, est-ce que ces allégations sont crédibles? Alors que ces chefs d'État, ces voisins, démentent systématiquement ces accusations. Je l'avais déjà dit, la stratégie, les méthodes des impérialistes n'a jamais changé. C'est les mêmes. Vous vous rappelez, dans les temps ouverts de la CEDEAO, les coups d'État, il y en avait eu. Donc la France se sert, les Occidentaux se servent d'un autre pays comme base arrière pour déstabiliser les autres. Il y en a tellement eu. Les coups d'État qui ont eu dans la plupart des pays, c'est à travers un pays, en complicité avec l'Occident, qu'on déstabilise, surtout les panafricanistes, ceux qui s'élèvent contre la domination française. Mais ces voisins démontent ces accusations. Vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez que le président ivoirien dise oui, bon, j'ai organisé, j'ai un centre d'opération à Abidjan pour pouvoir déstabiliser le Burkina ou bien les États de l'AES? Mais ce n'est pas possible. Vous voulez que le Bénin dise oui? Non, ce n'est pas possible. Ils ne vont jamais dire non. L'Algérie, depuis un certain moment, on sent que l'Algérie veut donner des leçons au pays de l'AES. Ce n'est pas possible. Historiquement, l'Algérie dépendait des pays du Sahel. C'est-à-dire, l'histoire a montré quand même que le Mali a tellement fait pour l'Algérie aujourd'hui, qui a souffert des mains de la France. Et quand on voit, leurs relations sont souvent tumultueuses entre la France mais le président, l'Algérie veut se servir de base arrière pour déstabiliser les pays de l'AES. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette alliance-là, il y a étroitement le partage des informations en termes de sécurité, et c'est ça qui va certainement donner du fil à retordre à la France et à ses alliés qui sont qui sont les pays limitrophes de ces pays de l'AES. Alors, il y a également une question que nous avons envie de poser. La Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria, historiquement, sont proches de la France. Est-ce qu'ils perçoivent l'AES comme une menace pour leur propre stabilité régionale? Au fait, non. L'AES n'est pas une menace. L'AES, c'est-à-dire qu'il faut saluer ce qui se fait dans les pays de l'AES. C'est le début de la libération de l'Afrique. Ce qui se fait dans ces pays-là, d'abord commençant par le Mali, le Burkina et puis le Niger, c'est un début de libération.
de la vraie indépendance, de la souveraineté de l'Afrique. En principe, ça devait être soutenu, non seulement par les pays francophones, mais par l'Afrique de manière générale. Mais les intérêts français sont énormes dans ces pays que nous citons. Vous vous rappelez le cas quand il y avait eu ces coups d'État et la menace de la CEDEAO d'agresser surtout le Niger. C'est ça qui a donné naissance même à l'AES pour que ces trois pays puissent mutualiser leurs efforts, puissent contenir leurs forces militaires et pouvoir faire face à l'agresseur éventuellement si la CEDEAO venait à tenter une agression contre le. Donc, on a senti la position du président béninois, de celle de la Côte d'Ivoire et même, je crois que c'est les deux pays qui étaient tellement très menaçants par rapport à ces coups d'État salvateurs qu'il y a eu dans ces pays. Donc je dis quand même qu'aujourd'hui, on est situé. On sait d'où peut venir le danger pour ces pays de l'AES. Par contre, donc, ces États voisins ne voient pas ces pays de l'AES comme une sorte de menace pour eux, en termes de coups d'État, militaires, etc. Oui, bon, quelque part, parce que vous avez quand ça a commencé par le Mali, et puis c'est le Burkina, et par la suite, le Niger est atteint est contaminé par ce coup d'État. Mais ces coups d'État nous ont permis de voir le cynisme à l'extrême de la France et des pays occidentaux. Parce qu'on ne peut pas imaginer que le coup d'État dans un pays, il y a eu des coups d'État encore au niveau de l'Asie et autres. On n'a jamais vu la France s'égosiller, on n'a jamais vu la France s'agiter. Mais il y a eu un coup, et surtout le dernier, le coup d'État contre le président nigérien. Vous avez vu comment la France s'agitait tellement, comme si c'était le préfet, c'était le sous-préfet, et le président nigérien était le sous-préfet. Et donc, nous avons compris que la France a beaucoup ses intérêts en ressources minières, de l'or, du pétrole et tout ce que nous savons. Aujourd'hui, je voyais sur un classement des pays qui ont des réserves d'or. Quand j'ai fouillé sur la dizaine, il n'y a aucun pays d'Afrique. Et je posais la question dans un groupe, mais pourtant, l'or vient de l'Afrique. Aucun pays africain n'a de réserve. Mais c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est la Chine, c'est la France. La France est quatrième. Je dis, mais je pose la question, ce pays-là a de l'or où? Donc, la France se voit aussi aujourd'hui menacée parce que le Sahel, c'est un véritable vivier de réserves en ressources minières. Et donc, la France est tellement en colère. La France veut faire tout et tout pour peut-être en finir, peut-être renverser un chef d'État et voir. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette solidarité avec ces trois pays. Et ça va être très compliqué. Ça va être très difficile. Ils vont tenter naturellement. Est-ce qu'ils vont finir par réussir? Non, ils ne vont plus réussir. Non. Je le dis ici sur le plateau aujourd'hui, et peut-être demain vous allez rejouer cette vidéo. Parce que l'heure de l'Afrique a sonné. On ne peut pas comprendre pourquoi chaque pays, selon la charte des Nations Unies, chaque pays a une voix au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous comprenez? Et on ne peut pas admettre que les pays qui sont souverains, un autre pays puisse fomenter ou bien être complice à travers des coups d'État pour les renverser. Pour quelles raisons? C'est la question qu'on se pose. Donc, aujourd'hui, nous avons compris, je crois que même le plus petit aujourd'hui a compris que la France dépend de l'Afrique. Et ces 3 dernières années, c'est pourquoi il faut saluer cette vague de contestation qui a démarré depuis 2020 dans ces pays de l'AES et qui, naturellement, va contaminer les autres pays pour que nous puissions sortir vraiment de la domination française. Mais attention, parce que les coups d'État, aujourd'hui, à l'époque, on voyait la France, on voyait les Occidentaux en maître. Aujourd'hui, eux, ils sont derrière. Et la complicité, c'est à notre sein. C'est les Noirs, enfin pas les Noirs, c'est les pays africains, c'est les compatriotes qu'ils utilisent pour pouvoir parvenir à leur fin. Et vous voyez, c'est Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara. Blaise Compaoré, c'est lui, mais c'est en complicité naturellement avec la France.
Et donc, aujourd'hui, moi, le message que je lance aux pays africains, surtout à ces pays de l'AES, c'est qu'au niveau de l'armée, mais ceux qui sont encore complices et qui ont encore, hein, et qui se donnent encore hein, à l'intention, aux mauvaises intentions, qui se prêtent encore aux mauvaises intentions de la France, vraiment, ils ne comprennent pas grand-chose. Est-ce que c'est seulement la France? Oui, la France a été pendant longtemps considérée comme le porte-parole des pays de l'Afrique au niveau des Nations Unies. La France parle toujours. La France s'est donné ce statut-là en tant que porte-parole. Puisque l'autre problème, c'est que nous n'avons pas de siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un continent, tout un continent, de plus de 30 millions de kilomètres carrés, n'a pas de siège. Mais les pays en ont. Vous imaginez, c'est normal ça. Mais tout est à refaire. Les Nations Unies sont à refaire. Les Nations Unies, là, sont à refaire carrément. Tout est à refaire là-bas. Alors, nous disions ça dès le début, le Burkina Faso a incriminé la Côte d'Ivoire dans une tentative de coup d'État avorté. Alors, Abidjan aurait-il des intérêts stratégiques dans la crise sahélienne? Oui, ben, comment? Est-ce que ça, il faut poser encore cette question? Qui ne connaît pas Alassane Ouattara? Alassane Ouattara, dès qu'il y a quelque chose en Afrique, ben, on le convoque. Voilà, c'est le mot. On le convoque à Paris. Okay. Dès qu'il y a quelque chose en Afrique, on le convoque à Paris pour échanger avec lui, pour lui donner des nouvelles directives, pour lui donner des nouvelles instructions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que dans cette crise de Sahel, c'est Alassane Ouattara qui a trop souffert. Si Alassane Ouattara pouvait confesser, pouvait nous dire ce qu'il est en train de subir, mais c'est son maître. Il a souffert en quel sens? Ah oui, mais psychologiquement, il dit, mais comment est-ce que je peux être à l'origine du malheur des pays d'Afrique? Mais il ne peut pas dire ça à son patron. Il ne peut pas dire ça à son patron. Il ne peut pas dire ça à la France. Puisqu'il est lié. Aujourd'hui, quel intérêt la Côte d'Ivoire a à déstabiliser? Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Entre les pays, les autorités ivoiriennes. Voilà, entre les peuples d'Afrique, on se comprend. Moi, je n'ai les Burkinabés, les peuples burkinabés, maliens, nigériens, n'ont rien avec les peuples ivoiriens. Le problème, c'est Alassane Ouattara. C'est une seule personne. Pas même autorité, les autorités, non. Tous ceux qui sont autour même, c'est parce qu'ils sont avec le président. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara, puisqu'il est connu en tant que le patron de la France-Afrique. Donc, c'est lui qui s'occupe des intérêts français en Afrique. Donc, pour Alassane Ouattara, il faut en finir parce qu'il pense que c'est un défi. Les jeunes, c'est-à-dire que ce soit Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, on lance un défi. Pour eux, c'est un défi qu'il faut relever. Alassane Ouattara et Macron, il faut relever ce défi. Dire à l'ambassadeur de France de quitter dans 48 heures ces pays, de quitter. Vous avez vu, Macron, le président français avait tout fait. Il dit non, il ne va pas partir. Mais finalement, les forces françaises sont parties. Donc, c'est dire que pour eux, c'est un affront qu'ils doivent laver. Et s'il faut passer par tout moyen pour pouvoir renverser, pour pouvoir désorganiser l'AES, parce qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui est en place. Il y a tout aujourd'hui, qui a un drapeau, qui a un passeport. Hein, et comme vous le voyez, comme mon t-shirt l'indique. Donc, c'est dire que quand vous réveillez Alassane Ouattara et Macron, comment faire pour déstabiliser? Pour que d'ailleurs, pour semer de la zizanie entre les trois, parce que l'entente aujourd'hui, c'est leur force. Hein. S'il arrivait, il n'arrivera jamais cela même d'ailleurs, hein, parce que nous sommes sur le qui-vive, les organisations de la société civile, et d'autres, on se parle sur les pays de l'AE. Donc, l'intérêt, ils ont intérêt. Ils ont intérêt parce que les intérêts français sont en jeu. Les intérêts français dans le pays de Sahel ne sont plus aujourd'hui d'actualité. Donc, il faut faire tout et tout. Et surtout, il y a la concurrence chinoise, russe surtout. Avec la Russie qui serait en train de
découvrir du pétrole au Burkina selon les dernières informations. Donc, c'est dire que c'est surtout la Russie. Parce que la Russie est en train de prendre du terrain. Puisque les pays de l'AES se sont donnés comme devoir, mission, objectif de diversifier leur partenariat. Parce que le partenariat traditionnel, ça n'a rien donné. Ça fait plus de 60 ans que la France nous assiste. L'assistanat a donné quoi? Les aides ont donné quoi? Personne ne peut vous aider jusqu'à vous satisfaire. Et donc aujourd'hui, la France a intérêt à vouloir désorganiser ce système compact qui est mis en place aujourd'hui dans les pays de l'AES. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une génération qui est décomplexée et nous pensons que nous ne sommes plus dans les années 60 où les coups d'État venus de la France ont pu prospérer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui retarde ou empêche la normalisation des relations entre les pays de l'AES et leurs voisins? Non, les pays de l'AES ont été très clairs. Dans leur sortie commune, ils ont été très clairs. Ils sont ouverts. Les peuples peuvent circuler librement. Il n'y a pas de visa. Des pays de l'AES vers les pays de la CEDEAO. Ben, tout est clair. Eux, ils sont déjà disposés. Ils sont déjà disponibles. Maintenant, où se trouve le problème alors? Le problème, c'est au niveau de la CEDEAO, naturellement. C'est à la CEDEAO de faire le pas. Parce qu'il faut négocier maintenant. Il faut négocier des paramètres de collaboration, de coopération entre les pays de l'AES. L'AES est déjà une entité qui est mise en place, légalement constituée, qui est mise en place. Et donc, la CEDEAO ne peut que constater cela. 50 ans de la CEDEAO, c'est justement, qu'est-ce que ça a servi à quoi? La libre circulation des personnes et des biens n'est même pas encore effective. Il suffit juste de faire un tour à Plao, à la frontière ici, vous vous rendez compte que le passeport que vous avez, ça ne sert à rien. Le passeport que vous avez, ça ne sert à rien. Vous devez payer. Gare à vous. Si votre passeport est vierge, et ils doivent vous tamponner ce qu'ils appellent stampfie en anglais. Le frais de tampon, alors là, imaginez, vous allez souffrir ici à Plao. Mais il y a également l'Algérie qui se trouve être le voisin du Mali, mais qui ne se trouve pas dans la CEDEAO aujourd'hui. Mais il y a toujours cette tension entre les deux pays. Oui, mais je l'avais déjà dit. L'Algérie veut se prendre comme maître. Parce que l'Algérie, c'est en Alger que les accords ont été signés entre les rebelles et puis le gouvernement malien. Mais ces accords qui ont été déclarés caducs par le gouvernement d'Assimi Goïta, pour des simples raisons que les accords ont été signés avec les rebelles, mais ces rebelles aujourd'hui sont presque des terroristes. Les rebelles ont fait communion avec les terroristes et le gouvernement malien ne peut pas accepter de continuer avec eux. Et du coup, l'Alger semble être gêné, être humilié, c'est ça, être humilié parce que l'accord n'est plus d'actualité. Et donc l'Algérie veut jouer un rôle trouble dans la zone. Mais je crois que l'Algérie pense que c'est encore possible. Ce n'est pas possible puisque les trois pays sont soudés et aucune agression ne viendrait, une tentative ne viendrait de l'Algérie, même si ils avaient l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une coopération entre l'AES et ses voisins? Parce qu'il le faut dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui secoue la sous-région. Je crois que je serai à la place de la CEDEAO. J'aurais proposé à ces trois pays, si c'était encore possible, mais ces trois pays sont sur le qui-vive, envoyer les soldats de la CEDEAO dans les pays de l'AES, ce serait un danger. Ils vont aller, au lieu d'aller tuer les terroristes, peut-être ils vont aller tuer les dirigeants. Donc vous voyez, ça, ce n'est plus envisageable non plus. La CEDEAO aurait pu le faire depuis que ces pays souffraient. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Depuis que ces trois pays étaient confrontés terriblement
aux attaques djihadistes, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Et justement, ça fait partie des motifs, des motivations de ces pays à se retirer de la CEDEAO. D'abord, la CEDEAO est sous influence étrangère, notamment la France. La CEDEAO ne s'occupe pas de l'intérêt des communautés des peuples. Comme je le disais, 50 ans après, ce que nous avons pu avoir, c'est la suppression de visas entre les pays de la CEDEAO. Il n'y a plus de visas. Ça, c'est le seul acquis. Le reste, c'est des coups d'État qu'il y a eu entre les dirigeants à partir d'un autre pays. Les peuples, les communautés ne se sentent pas concernés. C'est la CEDEAO des chefs d'État, non la CEDEAO des peuples. Bon, donc, du coup, aujourd'hui, l'AES est disposée à travailler parce que l'AES ne peut pas travailler en vase clos. Parce qu'il y a des pays, et la plupart de ces pays, c'est des pays qui ne sont pas ouverts au port. Ils ne sont pas ouverts au port. Et donc, ils doivent commercer avec les pays côtiers. Le Togo, le Bénin, le Ghana et dans une autre mesure la Côte d'Ivoire. Et donc du coup, puis c'est des pays de l'interland. Donc, ils sont prêts à collaborer. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, que c'est la CEDEAO qui pense qu'elle est l'organisation mère, donc elle peut continuer par donner des ordres aux pays de l'AES. Et ça, il n'en aura pas. Merci beaucoup, pasteur. Nous entamons à présent la deuxième partie de cette émission Le Continent. Et comme vous le savez, c'est une émission interactive. Nous revenons juste après la pause pour recevoir nos invités en ligne. À tout de suite. Coup d'État qui en veut aux dirigeants des pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est le thème de l'émission Le Continent de ce soir et nous avons le plaisir de recevoir nos invités en ligne. Nous avons M. Kofi Anani, il est analyste politique. Bienvenue à vous, M. Kofi. Merci, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. C'est plutôt moi. Alors, qui en veut aux dirigeants de l'AES? Merci pour la question. Les dirigeants de l'AES, notamment les dirigeants du Burkina, du Mali et du Niger, ils déclarent aujourd'hui un modèle de rupture, en particulier la France, où on a une certaine souveraineté affirmée. Et parmi ceux-là qui pourraient avoir envie de leur exercer ou de leur en vouloir, nous avons vraiment des termes au sein de leurs propres armées, les gens qui avaient le privilège qui n'en ont plus aujourd'hui, au sein des équipes dirigeantes précédentes, personnes qui avaient de par leur pouvoir non plus cette politique-là. Nous avons aussi des puissances étrangères sur les fonds, nous avons les services affaiblis par le renforcement de leur système. Et aussi, nous avons des États voisins. Ces États voisins qui, aujourd'hui, peuvent se dire, ils sont en train de se méfier pour empêcher qu'il y ait cette contagion-là de ces éléments souverainistes au sein de leur pays. Alors, nous parlons également des voisins des pays de l'AES. Vous avez suivi l'actualité avec nous. Le Burkina Faso accuse une nouvelle fois la Côte d'Ivoire d'être à l'origine des coups d'État que subit son pays. Mais actuellement, quel est le problème? Quel intérêt la Côte d'Ivoire a à vouloir déstabiliser le Burkina Faso? Je venais tout juste de poser la question au pasteur. Et selon vous, c'est quoi l'intérêt de la Côte d'Ivoire?
Merci. On sait bien que ce n'est pas la première fois que le Burkina accuse son voisin, la Côte d'Ivoire, de chercher à le déstabiliser. On ne saurait dire exactement ce qu'est le problème. Parmi les États aux dirigeants de l'AES, il y a des voisins qui ont gardé des liens stratégiques et quoi avec les pays occidentaux, qui aussi non seulement cherchent à protéger leurs intérêts, mais aussi essaient d'empêcher que les élans souverainistes qui sont en train de prôner les dirigeants de l'AES ne fassent tout dans leur propre pays. Donc, voilà, si aujourd'hui, ils ont de chercher à déstabiliser le Burkina, c'est peut-être pour empêcher qu'on ait en Côte d'Ivoire des gens qui pensent la même chose que les dirigeants de l'AES. Alors aujourd'hui, vous savez, malgré ces conflits, etc., cette tension, il faut bien collaborer entre pays voisins pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Quelle stratégie, quelle solution trouver pour une collaboration entre ces États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, bien sûr? Merci. Avant qu'il y ait une collaboration dans la lutte contre le terrorisme, il faudrait d'abord qu'il y ait une entente, il faudrait d'abord qu'il y ait la paix. Moi, je pense qu'il est temps que les dirigeants de la Côte d'Ivoire et les dirigeants du Burkina puissent essayer de faire la lumière sur non seulement cette affaire-là qui est en cours et les affaires qui sont passées, parce que, rappelons-le, que dans la déclaration des dirigeants du Burkina Faso, ils avaient fait mention de deux militaires qui ne sont plus des déserteurs, des militaires déserteurs qui se seraient retrouvés sur le territoire ivoirien. Alors, aujourd'hui, avec cette histoire, il faut d'abord faire la lumière pour maintenant chercher les voies et moyens pour faire revenir la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas avoir une stratégie commune de lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup, M. Kofi Anani. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir échangé avec nous ce soir. Vous avez entendu, Pasteur. C'est moi qui vous remercie. Et bonsoir à vos invités. Merci beaucoup. Merci à notre collègue Kofi pour ce qu'il a dit. Je crois qu'il a donné, il a dit l'essentiel. Il y a un aspect que je pouvais ajouter, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une position du président ghanéen, John Mahama, par rapport, parce que lui sait qu'au nord du Ghana, le terrorisme commence par sévir. Et donc, s'il ne fédère pas ses forces avec le Burkina et les autres pays, ça ne pourra pas être possible. Et donc, on sent qu'il y a une diplomatie de la part du président ghanéen envers lui seul qui a plus de l'ouverture, hein, c'est lui qui a l'ouverture envers ces pays de l'AES. Il y a également le Togo, il ne faut pas l'oublier. Oui, bon, il y a aussi le Togo. Mais je crois quand même que ce qu'il faut aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, il faut faire des investigations. Mais n'oubliez pas quand même que le président burkinabé, l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il s'est remis de ce coup d'État qu'il a renversé aussi? C'est vrai quand même qu'il est déjà à la fin de sa vie. Il est plus âgé maintenant. Quand on le voit, les images nous disent beaucoup de choses concernant son état de santé. Mais est-ce qu'il a dit encore son dernier mot? Les militaires qui vont s'exiler en Côte d'Ivoire. Bon, donc, je crois quand même qu'il y a tous ces facteurs. Et moi, j'avoue sincèrement que il y a d'abord la crainte de la contagion du coup d'État militaire dans ce pays parce que c'est un modèle. Vous savez, les militaires, là, aujourd'hui, c'est des jeunes militaires. Oui. Hein, et donc, ils ont leurs camarades d'armes. Ils ont fait les mêmes écoles et un peu partout. Donc, qui sont sur le territoire ivoirien, par exemple, qui sont dans l'armée ivoirienne. Donc, il faut en finir avec ces jeunes, notamment Assimi Goïta et Ibrahim, le terrible Ibrahim Traoré. Donc, et c'est ça même l'option. C'est ça même l'intention de la Côte d'Ivoire. Et je pense que les communications qui ont été interceptées sont dans le dossier en cours. Donc, on aura la clarification et nous demandons au gouvernement burkinabé
de nous donner régulièrement les informations, l'évolution de ce dossier. Mais moi, ce ne serait pas des accusations gratuites hein, par rapport à l'intention, à la mauvaise intention de la Côte d'Ivoire. Alors, l'AES a rompu ses partenariats militaires et économiques avec ses partenaires traditionnels dans la France. On le disait dès le début. Alors, pourquoi ces puissances voient-elles d'un mauvais œil l'affirmation de ce bloc souverain? D'abord, depuis les années 60, nous sommes toujours dans la phase de néocolonialisme. C'est une nouvelle forme de la colonisation. Et cela s'explique par le fait que pour l'Occident, l'Afrique, c'est son territoire. L'Occident pense que, la France pense que l'Afrique, c'est le prolongement de la France, surtout l'Afrique francophone. Et donc, le bloc solidaire aujourd'hui inspire la jeunesse africaine. La jeunesse africaine aujourd'hui se voit dans Ibrahim Traoré, se voit dans Assimi Goïta et plus le doyen, le général Tiani. Et donc, du coup, cela fait très mal aux pays occidentaux. Aux pays occidentaux, parce qu'il y a une certaine organisation aujourd'hui qui n'est pas financée par l'Occident. L'AES n'est pas financée par l'Occident. Et vous voyez, alors que la CEDEAO bénéficiait de subventions financières de la France et des pays occidentaux. Et donc, ils ont cru à leur propre force. Ils ont cru aux ressources nationales. Et ces ressources nationales, aujourd'hui, font de ces pays, 1 an, 2 ans, vous verrez que ces pays vont naturellement avancer. Si vous prenez, je dis, 1 ampoule sur 3 en France vient du Niger. L'électricité qui est dans l'ampoule, 1 sur 3 en France vient du Niger. Mais par contre, aller dans les pays, aller dans les contrées nigériennes, même dans la capitale, le Niger, le Niamey, dans la capitale Niamey, regardez. Et donc, du coup, cela constitue un véritable affront pour les pays occidentaux. C'est la France qui est devant, mais derrière, c'est tout un bloc. C'est l'Union européenne. Parce que les propos souverainistes et panafricanistes ne plaisent pas. C'est ce qui a fait que les prédécesseurs ont été tués. Les pères des indépendants, que ce soit Sylvanus Olympio, que ce soit Lumumba, que ce soit Abika Cabral et les autres, et Thomas Sankara, ces propos révoltent. Et l'Europe, aujourd'hui, se voit dépossédée de l'Afrique, et surtout avec leur concurrent immédiat, qui n'est que la Russie. Il ne faut jamais ignorer cet aspect. Quand vous voyez la France s'agiter, quand vous voyez l'Union européenne s'agiter, c'est à cause de la Russie. Parce que la Russie n'a jamais tué un dirigeant africain. La Russie n'a jamais pillé nos ressources. La Russie ne nous a jamais colonisés. Vous voyez tout ça là? Et donc, ceux qui disent que c'est comme si nous quittons un autre maître pour notre... Non. La Russie, c'est un partenariat direct. Regardez ce que la Russie est en train de faire dans ces pays de l'AES. La fourniture des équipements militaires. Ce que la France n'a jamais voulu. Justement, le président Emmanuel Macron, dans une déclaration tout récemment, a accusé la Russie d'exploiter les ressources africaines, que la Russie est là en Afrique pour protéger seulement les militaires au pouvoir et non la population, et non pour lutter contre le terrorisme. Comme la France l'avait fait par le passé. C'est parce que Macron, lui, sait quelque chose. Il sait que c'est comme ça que la France faisait. Pendant plus de 100 ans, c'est ce que la France faisait. Il a affirmé que la France était là pour lutter contre le terrorisme. Quel terrorisme? Et ça a donné quoi? Pendant des années, ça a donné quoi? Mais regardez ce qui se fait aujourd'hui avec les militaires, avec les militaires réguliers, les armées régulières de ces pays. Aujourd'hui, on sent parce qu'il y a des drones qui peuvent viser les terroristes et qui peuvent les allumer. Ça, ce que la France n'a jamais voulu livrer. Il y a les certificats même qui sont bloqués. Les certificats de commande qui ont été bloqués. Et la France doit retourner l'argent à la CPI. Alors, nous parlons également du départ de la France dans le Sahel.
La France a été contrainte de quitter Malgré le Sahel. elle. Voilà, malgré elle, elle a été contrainte de quitter militairement le Sahel. Est-ce qu'elle nourrit toujours des ressentiments envers ces pays de l'AES? Oh, mais comment? Les ressentiments sont énormes. Parce que il a fallu des coups de force, il a fallu la témérité de ces dirigeants pour que la France est partie. Les forces armées, les troupes françaises ont quitté ces pays, les pays de l'AES, malgré la France. C'est une véritable honte, une humiliation. Parce que ces troupes-là ont duré plus de 40 ans, plus de 50 ans, ces troupes ont duré. Et la dernière en date, c'est le Tchad. Manu Militari, qui a contraint la France à plier, à retirer, à faire rentrer Donc c'était une humiliation. Et donc les ressentiments sont terribles. Parce que jamais en Afrique il y a eu de telles décisions courageuses envers la France. Et donc c'est ça qui fait dire à la France que quand même il faut être naïf pour ne pas savoir qu'à un moment donné dans la vie d'un continent, les choses vont bouger, les choses vont changer autrement. Il y aura une génération décomplexée comme celle que nous voyons aujourd'hui qui dit net à la France, qui réclame un traitement égal d'un pays à un pays. Vous imaginez? La France seule, c'est un pays de 540 000 km². Mais qui dit sa loi à un continent? Surtout quand vous voyez l'espace, 14 pays. La France contrôle l'argent. L'argent de 14 pays. Il faut aller déposer les réserves. 80%, il faut déposer ça dans le trésor français. Et avant de faire une opération, il faut supplier, il faut faire la courbette à la France, notre propre argent. La France nous doit énormément de l'argent. 80% depuis 1945, ça fait plus de 110 ans. Comment vous pouvez imaginer ça? Un seul pays qui domine tout un continent. Alors je crois que les Africains doivent se lever. En tout cas, moi je suis déjà en avant. Les gens n'ont qu'à me suivre. Alors, est-ce que vous pensez que la France, ou plutôt les pays occidentaux, utilisent les voisins des pays de l'AES comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, ou par exemple l'Algérie, pour affaiblir l'AES d'une manière ou d'une autre? Comme par le passé. Si oui, par quel mécanisme alors? Mais le mécanisme, on le sait. On ne peut pas imaginer tout ce que la France peut, autour de ces pays de l'AES-là, ce que la France aurait déployé, comme peut-être armement pour venir. On avait l'impression que la France allait débarquer, les forces militaires françaises allaient débarquer de Paris pour venir attaquer directement. Et d'ailleurs, vous savez, il y avait un accord entre l'OTAN et la CEDEAO. C'est pourquoi la CEDEAO, ses dirigeants n'ont pas, le bloc français de la CEDEAO, le bloc français de la CEDEAO, quand je parle des autres, n'ont pas voulu que ces pays quittent la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord. L'OTAN peut intervenir militairement dans les pays de la CEDEAO. C'est pourquoi le retrait, leur décision de se retirer, mais ça a été vraiment un coup dur. L'OTAN pouvait comme ils l'ont fait en Libye. Il y a un accord entre l'OTAN et la CEDEAO pour intervenir militairement dans un des pays de la CEDEAO en cas de difficulté. Comme ils ont tué Kadhafi. Et donc c'est pourquoi les pays de l'AES rapidement se sont retirés. Et aujourd'hui, l'OTAN ne peut plus intervenir parce qu'il y a la Russie qui surveille tout aussi avec ces pays de l'AES. Donc la Russie, s'il faut exploiter les ressources, puisqu'au moment, au premier le Burkina aujourd'hui, de manière nationale, est en train d'exploiter ses ressources. La Russie, le Burkina paie les armements. Les pays de l'AES payent les armements en Russie. Et donc si la Russie veut exploiter, il y a le code minier. Il y a le code minier dans ces pays. Donc la Russie va se conformer à ces codes miniers dans ces pays. Ce qui n'est pas le cas de la France où on vient, on crée de l'instabilité. Il y a les terroristes et puis il y a les ingénieurs les ingénieurs miniers qui sont là, qui prennent aussi au moins un moment où il y a l'insécurité. C'est comme ça fonctionne. Donc la France est aujourd'hui aux abois. Et déjà, les difficultés financières de la France prouvent à suffisance qu'elle dépend, et Jacques Chirac l'a dit, l'argent qui se trouve dans le porte-monnaie des Français vient de l'Afrique, ce n'est pas moi qui l'a dit, Jacques Chirac. Il a dit, l'argent
qui se trouve dans le porte-monnaie des Français vient de l'Afrique. Ah, vous avez vu, vous avez compris. Merci beaucoup, pasteur. Une dernière question ce soir avant de vous laisser partir. L'un des objectifs majeurs de l'AES est d'assurer la stabilité régionale sans dépendre de l'Occident. Alors, si cette ambition aboutit, marquera-t-elle un tournant géopolitique, historique pour l'Afrique? C'est un tournant historique. Un tournant historique, géopolitique, historique. Parce que l'AES deviendrait un bloc militairement, financièrement, économiquement fort. Cette alliance-là sera forte. Avec surtout une monnaie commune. C'est ça, il faut y arriver. Parce que jusque-là, ils sont toujours sous la domination avec le franc CFA. Donc il faut en finir. Et ces trois pays, compte tenu de leurs réserves, compte tenu de leurs gisements miniers, surtout l'or, peuvent facilement avoir leur propre monnaie. Le Nigeria a sa monnaie, le Ghana en a, la Mauritanie en a, mais le Kenya en a, tous ces pays ont leur monnaie. Donc rien, ça ne peut pas... il n'y aura pas de difficulté pour que ces trois pays aient leur monnaie. Et je crois que ces trois pays ont une ambition. Les dirigeants de ces trois pays ont une ambition, ont une vision. La vision, c'est l'Afrique, c'est parvenir à la souveraineté de l'Afrique. C'est parvenir à l'indépendance de l'Afrique. À ce que l'Afrique soit considérée comme un continent. Un continent à part entière comme les autres continents. Et que surtout nous ayons un siège au Conseil, un siège permanent au Conseil. On ne peut pas se contenter de ce siège-là non permanent où apparemment les gens n'ont pas grand rôle à jouer. Donc moi je crois que nous, qui sommes d'autres pays, dans d'autres pays, nous devons soutenir ce qui se passe dans ces pays. C'est pourquoi, moi sincèrement, depuis que je suis allé au Mali, j'ai fait un peu le tour, hein. Je crois que je suis resté attaché à ce qui se fait, dans ces trois pays. Il va falloir que le bloc, ça s'étende. Il faut que le bloc s'étende. Le Tchad peut venir, il n'y a pas de problème. D'autres pays peuvent venir aussi. Le Togo peut y aller. D'autres pays peuvent venir. Pourquoi tu as parlé? Je n'ai pas répondu. D'autres pays peuvent venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, pasteur. Ça a été un plaisir quand il s'agit de parler de l'AES. En fait, je suis connu ailleurs, je suis connu comme l'ambassadeur des pays de l'AES. Merci beaucoup à monsieur l'ambassadeur de l'AES. C'était un plaisir. Merci d'avoir participé à cette émission. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Le Continent. Vous pourrez donner vos avis en commentaire, comme toujours. Et puis, on se dit à vendredi prochain. Au revoir. Wow.